conseillère régionale d'opposition à la région Auvergne-Rhône-Alpes, participante aux commissions environnement et numérique, et elle est également maître de conférences associée à l'université Savoie-Mont-Blanc et aussi consultante indépendante qui travaille plus particulièrement sur les thématiques de l'économie circulaire et des achats responsables que nous retrouverons d'ailleurs ensuite dans le panel 3 avec Isabelle Delannoy. Vous avez la parole, Madame Pellet. Merci. Bien, donc je vous disais, je fais l'expérience d'un premier mandat d'élu à la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est tout près d'ici, de l'autre côté de la frontière. C'est là, voilà. Et je fais partie d'un groupe de 8 élus qui dénote sa couleur politique, hein, c'est le Rassemblement citoyen écologiste et solidaire. Et une de mes amies, Marine, qui est férue d'intelligence collective, me décrivait le livre qu'elle était en train d'écrire sur la permaculture. Alors, ce n'est pas un livre sur les meilleures recettes pour jardiner, cultiver, transformer les pratiques agricoles, mais c'est un ouvrage collectif pour illustrer comment ces principes pourraient s'appliquer à l'éducation, à l'économie, au développement personnel et voire à la politique. Alors, on a décidé de passer un week-end ensemble pour réfléchir à cette question sur les principes permaculturels et voir quels pourraient être les ferments qui pourraient naître sur la gouvernance participative. Et alors, de ce qu'elle m'a expliqué de la permaculture, j'ai compris 2 principes, prendre soin et obtenir des résultats. Et pour ce faire, il faut un territoire, une nation qui va s'organiser avec ce qui est là, sur ce territoire, sur le terrain, mais aussi avec les humains qui sont là, leur diversité, leurs différences, leurs opinions et leurs besoins. Et c'est cette diversité qui va nourrir le terrain, comme on nous l'a exposé tout à l'heure, permettre de créer de la coopération avec les végétaux, une forme d'entraide, pour mieux résister aux agressions extérieures. Et le territoire s'en porte mieux parce qu'il fixe lui-même les limites au-delà desquelles il ne peut plus se nourrir, il ne peut plus produire, il répond aux besoins du quotidien. Et donc on va favoriser pour ça le cycle de la nature, des solutions lentes, dont les effets vont être visibles sur le long terme. Alors voilà, le problème c'est que je participe à la vie d'une région de 8 millions d'habitants qui a décidé, elle, de ne pas travailler dans cette démarche-là, permaculturelle. C'est une région qui est portée par un chef très médiatique qui prône un projet de développement économique coûte que coûte. Un leadership européen sans tenir compte des limites de nos écosystèmes, de la diversité, d'un besoin de renouveau démocratique qui s'exprime en France, mais ailleurs aussi, et puis d'un besoin de justice sociale où on va essayer de réconcilier fin du monde et fin du mois. Alors, construire un nouveau paradigme, ça repose à la fois sur la transformation des politiques publiques dans une logique de soins, de prévention et non plus de réparation, sur des nouvelles modalités d'évaluation des politiques publiques, et puis sur le renouvellement d'une démocratie participative dans laquelle les élus ne sont plus les seuls détenteurs du pouvoir décisionnel. Alors je vais essayer de vous exposer ce que je vis, et puis de ce qui serait souhaitable de faire en quelques minutes. Le budget de la 2e région de France, c'est 4,3 milliards d'euros. Et pour participer donc aux atteintes des objectifs du millénaire. Et pour vous donner une idée, la stratégie environnementale de la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 200 millions d'euros, soit 1,6% du budget annuel pour faire de la transition écologique, transformer le modèle économique, et promouvoir les énergies renouvelables ou encore une économie circulaire. Mais ce qu'on finance au bout du bout, c'est soit du développement économique de nouvelles filières, soit des politiques non pas d'adaptation au changement climatique, mais des politiques de réparation, de pérennité des modèles économiques actuels. Alors, à titre d'exemple, je peux vous citer par exemple ce qu'on va faire sur le développement de l'hydrogène, 15 millions d'euros. Mais tout ça au service d'une mobilité individuelle dont on sait pertinemment qu'elle ne peut pas répondre aux enjeux actuels, tant sur les infrastructures, sur l'empreinte environnementale pour construire des véhicules, des stations d'électrolyse. Un autre exemple, c'est la lutte contre la pollution de la vallée de l'Arve, juste à côté. Mais on continue à financer à côté de ça des routes, des autoroutes, et à porter comme première ambition qu'on veut être la première région aéronautique au plan du secteur aéronautique au plan européen, avec 137 millions d'euros à l'appui. Je vous passe les 40 millions d'euros investis dans les camions à neige pour attirer une clientèle touristique internationale qui va venir avec des vols long courriers à grand renfort de gaz à effet de serre,
des festivals dans des stations de ski qu'on privatise pour des acteurs privés qui vont mettre 800 € pour la semaine pour voir de la techno. Je n'ai rien contre la techno, hein, mais pour vous donner... et là, on se pose la question, c'est quoi le rôle des acteurs publics? C'est de susciter l'évolution des offres économiques. Est-ce que c'est pas d'éco-conditionnaliser des aides? Et ça fait 3 ans qu'on essaye de porter cette parole et on n'y arrive pas. Financer des politiques de transition écologique tout en continuant des perfusions d'argent public dans des projets incompatibles avec les trajectoires du réchauffement climatique, c'est non seulement du gaspillage d'argent public, mais c'est aussi confisquer l'opportunité de porter des efforts budgétaires de nos économies et à faire avec un modèle de société, le transformer, relocaliser nos économies et faire avec ce qui est là, sur nos territoires. Un autre exemple, je vous donne l'agriculture pour illustrer ce côté réparation. On a largement diminué les subventions à l'agriculture bio, on a même arrêté de financer des acteurs qui étaient là pour faciliter la conversion au bio. Et puis en revanche, à l'automne dernier, on a voté un plan sécheresse pour les agriculteurs de la région. Il fallait le faire, hein, 14 000 dossiers ont été enregistrés pour ce plan sécheresse. Mais est-ce qu'on va pouvoir continuer à intervenir en pompier face à des politiques agricoles qui sont liées à de l'agriculture intensive? Parce que c'est ça qu'on finance quand les agriculteurs ont plus assez de fourrage pour nourrir leur bétail et passer l'hiver. On va financer ce genre de choses. Alors qu'on sait que l'agroforesterie, l'agriculture biologique sont des pratiques qui vont contribuer à lutter contre le changement climatique et apporter de la résilience. Et on va être plutôt préféré des logiques de réparation, d'accompagnement post-traumatique à la mutation de notre modèle agricole. Alors, quel effet de ces politiques sur l'emploi? On ne nous le dit pas. Quel effet sur les émissions de gaz à effet de serre, sur la croissance du bonheur intérieur brut, parce qu'on pourrait se poser la question de qu'est-ce que ça apporte? On n'a aucune indication de mesure là-dessus. On ne peut pas communiquer les bénéfices apportés aux citoyens. Et eux-mêmes, ces citoyens, ils n'ont pas participé à la définition des politiques publiques. Et ils sont dans l'incapacité d'en comprendre à la fois les attendus et de pouvoir les évaluer. Si ce n'est que 5 ou 6 ans plus tard, au moment de voter. Alors il ne faudra pas s'étonner que le seul retour attendu de ces mêmes citoyens, ce soit un juste retour de la pression fiscale à laquelle ils sont soumis. Sans quoi, on va faire naître soit une pression, un sentiment de colère, de frustration, qui se traduit dans les urnes, dans l'abstention et même dans les révoltes. Alors, heureusement, on va peut-être arriver aussi à travers ça à refaire du patriotisme local avec des ONG qui s'engagent. Il y en a un certain nombre ici. Il y a des jeunes qui sont là, qui représentent Youth for Climate, par exemple. Je leur envoie un hommage. Et à travers des formes d'action non violentes, ou ce qu'on a pu voir avec Extinction Rebellion à Londres, ces jeunes, ces personnes portent un nouveau message. Alors, il y a le grand débat en France, il y a eu des référendums d'initiative locale ici en Suisse qui nous rappellent que l'appartenance à une société, ça repose sur la participation effective des humains au milieu qui les constitue, que l'appartenance à une société nécessite de prendre part aux décisions collectives. Il nous faudra identifier des modèles d'évaluation des politiques publiques qui ne reposent pas uniquement sur le montant des investissements affectés à tel ou tel type de population. Parce que c'est uniquement ça qu'on regarde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on investit? Mais quand on construit une infrastructure routière, on pourrait se poser, tiens, comme question, combien de véhicules en plus transportés? Ou combien de personnes transportées? Combien de gaz à effet de serre générés? Mais on ne se pose pas ces questions-là. Alors, on peut aujourd'hui avoir effectivement d'autres méthodes qui permettent de réconcilier le citoyen avec les politiques publiques. Je pense à certaines civic tech qui, même si elles ont des enjeux en termes et qu'elles créent aussi une certaine forme de fracture sociale, elles ont permis, par exemple, à des gens comme Ada Colau, à la mairie de Barcelone, de faire participer aussi des citoyens à l'élaboration de ces politiques publiques et d'instaurer des formes de gouvernance transparentes et participatives. Mais ce ne sera pas suffisant. Il faudra investir tous les terrains pour réinventer le rapport des élus aux citoyens. Et les citoyens, ce qu'ils fabriquent à l'échelle locale, c'est ce que Jonathan Falco appelle de l'autonomie collective. Le mouvement des villes en transition en est l'illustration.
Les citoyens sont en train de se réapproprier le pouvoir de décider localement. C'est à Québec, c'est en France, c'est en Belgique. On est en train de s'organiser pour reprendre le pouvoir dans les villes, de réinventer des règles de gouvernance participative, de réappropriation du pouvoir. Je vous invite à aller voir ce qui a été fait par le mouvement L'Archipel Citoyen à Toulouse, par le mouvement La Belle Démocratie à Saillant, et qui essaime partout en France pour l'émergence de listes citoyennes. Ces listes, elles se caractérisent par plusieurs principes incontournables. Une organisation en cercle et l'équité du poids de parole, avec des organisations qui fonctionnent comme des cellules, comme des membranes indéfectibles. Pas de programme préétabli, les citoyens le construisent soit avec des experts ou aussi avec des élus qui ont une certaine expérience des affaires publiques. Pas de tête de liste préétablie, et souvent, ces têtes de liste sont choisies par des principes d'élection sans candidat. Ces mouvements, c'est aussi l'occasion de sortir, je finis, la logique publique-privée et d'imaginer d'autres formes de création et de gestion des communs, des ressources partagées, des associations, des entreprises, tous ceux qui ont envie de porter des démarches d'expérimentation, d'innovation et de favoriser la transmission de savoir et de savoir-faire. Ces lieux émergent, s'épanouissent un peu partout, et cette diversité d'initiatives, ça peut être le meilleur moyen de réinspirer le fonctionnement de ces institutions, d'exiger qu'un vrai débat démocratique s'instaure dans les assemblées, indépendamment des règles de majorité, obtenues souvent avec 20% des votants. Alors tout reste à inventer pour faire de la permaculture politique, de la démocratie permanente, et redonner vie à des politiques coécrites, co-construites et co-évaluées par ceux mêmes à qui elles sont destinées. Je vous remercie.